Aujourd'hui, on n'oublie pas le chef de l'OTAN qui avait averti d'une éventuelle pénurie d'armement si les pays membres de l'OTAN ne produisaient pas davantage plus qu'avant. Utopie, cette promesse, pouvons-nous parler d'une promesse utopique ou alors il y a de fortes chances de croire à cet engagement pris par le président Joe Biden? Joe Biden n'est pas un président sérieux quand il dit qu'il va soutenir l'Ukraine. Il se moque littéralement des Ukrainiens. Ça ne l'intéresse pas. C'est l'Ukraine qui fait la guerre et pas lui. C'est une guerre par proxy. Il promet des choses qu'il ne tiendra pas. Il prépare son opinion publique aussi à expliquer qu'il ne pourra de toute façon pas faire la guerre parce que son opposition s'oppose au financement de la guerre, s'oppose à l'octroi d'aide militaire et s'oppose surtout à l'envoi de chars Abraham qui vont être très rapidement liquidés sur le champ de bataille. Donc Joe Biden fait les promesses parce qu'il est obligé de donner une image de quelqu'un qui ne trahit pas sa parole. Et sa parole était dès le démarrage de cette guerre trahie, puisqu'il savait parfaitement les rapports de force. L'Ukraine, au démarrage de la guerre, était 27e puissance militaire mondiale. Aujourd'hui, elle n'existe plus en tant qu'armée. Alors on essaie de reconstituer les forces, quasiment pour obtenir des soldats et des militaires ukrainiens, ils vont les chercher maintenant dans la rue, tellement les gens n'ont pas envie d'aller faire la guerre. Il y a à peu près 10 millions d'Ukrainiens sur les 40 millions d'habitants qui ont fui le territoire, pour des raisons qu'on comprend, à la fois de sécurité, de refuge évidemment à l'étranger pour ne pas être bombardés, et surtout pour fuir la guerre. Donc les rapports de force sont largement défavorables parce qu'ils savent maintenant que la Russie a entamé sa contre-offensive, la fameuse offensive de printemps qui va arriver très rapidement, elle a commencé. La date du 24 sera certainement marquée par un geste fort de la part des Russes, puisque ça sera un an de guerre qui va être consacré le 24 février. Mais surtout, lorsque les Européens sont un peu moins hypocrites là-dessus, expliquent qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir alimenter cette guerre par les armements parce qu'ils n'en disposent pas, parce que leurs budgets militaires ont été réduits de façon considérable à la suite de la chute du mur de Berlin et de la fin de l'Union soviétique, eh bien les Européens n'avaient pas anticipé ce que les Américains ont déjà anticipé depuis très longtemps. Les États-Unis ont un budget de 700 milliards de dollars d'armement tous les ans, quand l'Europe a réduit de façon drastique, voire quasiment totale, les budgets alloués à l'armée. Donc les deux rapports sont diamétralement opposés. Les États-Unis sont loin du théâtre d'opération, ne fourniront pas ou très peu d'armement aux Ukrainiens. Ils ont donné des HIMARS, c'est vrai, ça, du début de la guerre. Maintenant, ils sont en train de négocier à la baisse l'envoi de chars Abraham. Ils ont fait pression sur l'Allemagne pour que l'Allemagne envoie les Panzer. Alors, rappelons-nous que les Panzer, ça a du sens par rapport à l'histoire. Chars allemands, la traduction de Panzer, chars. Et ils veulent envoyer des Léopard 2, mais les Allemands étaient plutôt rétifs à cela, même s'ils disposent d'un arsenal assez conséquent. Quant aux beaucoup d'effets d'annonce, mais pas grand-chose sur le terrain. Et je tiens à rappeler tout de même que M. Zelensky, qui n'est pas vraiment un président au sens noble du terme, c'est un ancien acteur qui a été bombardé président dans des circonstances extrêmement douteuses. Le Zelensky ne savait même pas qu'il fallait 3 à 4 ans pour former un pilote neuf sur un avion. Et il réclame aux Anglais des avions de chasse, et c'est le Premier ministre anglais qui lui a rappelé qu'il fallait 4 ans. Pour cela, ils n'ont pas 6 mois. Donc vraiment, ça donne l'amateurisme du personnage de Zelensky. Ça donne le sentiment que l'Ukraine a été trahie par ses pseudo-alliés qui se fichent complètement des Ukrainiens. Et ça donne aussi le sentiment que s'il y avait dès le départ un démarrage de négociations, on aurait pu éviter un bain de sang inutile de la part de la population ukrainienne qui, et je le rappelle tout le temps, est victime de cette guerre et aucune population ne devrait souffrir de guerre parce que personne ne demande la guerre. Donc oui, c'est de l'esbrouf, c'est beaucoup d'enfumage, mais si vous voulez avoir une idée un peu plus précise, vous écoutez juste les télévisions, les radios et les journaux qui commencent à annoncer tranquillement que la guerre n'est pas gagnable, qu'il faudra peut-être négocier et que même Stoltenberg, qui était quand même un des battants en guerre de première ligne pour l'Europe, même lui commence à dire de toute façon il faut sortir de la guerre par négociation. Ils savent que les Russes vont taper très fort, il y aura beaucoup de morts inutiles de nouveau, et ils finiront par négocier, quoi qu'il arrive, comme ils ont accepté le fait accompli en 2014 de la confiscation de la Crimée à l'Ukraine, considérée par les Russes comme étant un territoire russe. Donc cette guerre, car c'est bien une guerre, c'est pas autre chose, cette guerre va trouver bientôt son épilogue sous peu, parce que deux raisons. La première, elle n'est pas gagnable, la seconde, parce que ça gouffre financier, et que les États-Unis, qui sont en train d'endetter l'Ukraine à tour de bras, auront peut-être beaucoup de difficultés à récupérer l'argent qu'ils ont placé dans l'endettement ukrainien. Rappelons-nous que les États-Unis, lorsqu'ils soutiennent un pays pour la guerre, réclament toujours le remboursement de la dette de guerre au pays en question. La France et l'Angleterre ont payé leur dette que très récemment, je crois que c'est au début des années 2000. L'Allemagne vient tout juste de régler sa dette de guerre. C'est vous dire, ça a pris 70 ans. C'est vous dire le temps d'endettement que l'Ukraine va devoir supporter avec une économie faiblarde de 200 milliards de PIB. Elle aura beaucoup de mal à payer cette dette de guerre et j'imagine qu'ils vont monnayer la dette de guerre pour récupérer les terres arables, les fameuses terres noires ukrainiennes, qui sont les meilleures terres au monde pour la production de blé et d'autres aliments. Merci pour votre première intervention, Monsieur Gamal Abina. Afrique Média, le monde, c'est nous.